Lorsque vous levez les yeux vers le ciel, chaque étoile, chaque constellation, chaque galaxie, chaque nébuleuse composée de matière ne représente en réalité que 5% de ce qui compose notre univers. Les 95% restants seraient composés de matière noire, d'énergie noire, dont on ne sait presque rien aujourd'hui. Pour nous parler de ces sujets, Françoise Combe est l'invitée du jour sur Omniscience. Est-ce que ces trous noirs ont une chance de se résorber un jour? Aucune chance. Aucune chance. Parce qu'en effet, il y a bien une évaporation des trous noirs, ça c'est la théorie de Stephen Hawking, qui dit que les petits trous noirs peuvent s'évaporer. Mais les petits, seulement. La température de surface d'un trou noir équivalente, c'est inversement proportionnel à sa masse. Donc on a des trous noirs très chauds, très petits, qui s'évaporent. Mais les trous noirs de masse stellaire aujourd'hui ne s'évaporeront jamais. Alors les trous noirs encore plus gros, de milliards de masses solaires, là, il y a rien. Il faut vraiment avoir même pas la masse de la Terre en trou noir. On n'en a jamais vu cela pour pouvoir éventuellement s'évaporer, mais même pas. C'est les petits trous noirs qui s'évaporent. Les gros ne s'évaporent pas. Très peu. Enfin, une étoile ne pourra pas s'évaporer dans le temps de Hubble, dans l'âge de l'univers, et les gros encore moins, puisque la température donc est encore plus froide. Ça veut dire que potentiellement, si on attend suffisamment longtemps, à la fin de l'univers, il resterait que des trous noirs. Oui, ou alors là, on ne sait pas trop exactement jusqu'à quel point, mais normalement, parce qu'on ne connaît pas bien la nature de cette énergie sombre. Donc si c'est une constante cosmologique, comme c'est compatible encore pour l'instant, eh bien, on pourrait encore conserver des galaxies qui sont liées gravitationnellement. Alors les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais on pourrait garder peut-être une galaxie, quelques étoiles autour. On aurait beaucoup moins de galaxies autour, mais c'est ce qui est le destin à peu près. Maintenant, on ne sait pas exactement quelle est cette énergie sombre. Est-ce que c'est compatible avec une constante cosmologique ou pas? Et c'est pour ça qu'on a lancé le satellite Euclide, qui a très bien... l'an dernier, il a été lancé, et aujourd'hui, on a fait le test de ce télescope dans l'espace, et qui a le but de justement... la nature de l'énergie sombre devrait avoir plus de mystère pour nous après 5 ans, si on peut dire. Parce que, comment on va faire? On va observer des milliards de galaxies. Pour l'instant, on connaît quelques millions de galaxies autour de nous, et on va avoir peut-être 12 milliards d'objets à grand redshift, et on va pouvoir les avoir à des époques différentes. Et donc, on va pouvoir remonter à l'histoire de cette expansion de l'univers, qu'on connaît à peu près décélérée puis accélérée, mais on a surtout l'énergie sombre aujourd'hui, ce qui se passe. Mais dans le passé, on a beaucoup moins précisément. Donc, on aimerait remonter le temps en ayant 12 milliards de galaxies avec grande précision, 1% de précision au moins. Et donc, on aura un petit peu la nature de cette expansion. On saura si l'énergie sombre, c'est une constante cosmologique, ou bien alors il faut inventer un cinquième élément, une quintessence, quelque chose de bizarre. Et à ce moment-là, on aura un avenir différent. Ouais. Donc, pour prévoir l'avenir, il faut savoir ce que c'est que cette énergie sombre. C'est ça qui va déterminer dans quel destin on va se retrouver. Et pourquoi, du coup, ce télescope est plus attendu que d'autres comme James Webb? Qu'est-ce qu'il a de plus que les Alors, autres? James Webb, il était vraiment fait pour faire un petit champ, un peu comme le Hubble Space Telescope. Il faisait des petits champs, donc on n'a pas regardé beaucoup de ciel, en fait. Donc, celui de Euclide, il est moins grand, il est comme le Hubble, un peu plus petit même, mais il va être un grand champ. Donc, on va regarder tout le ciel. En 5 ans, on aura tout le ciel. On aura une grande précision parce qu'on est dans l'espace quand même, mais on aura moins de sensibilité que le James Webb. Il est grand et il va faire un petit champ et il va avoir une grande sensibilité pour les galaxies très lointaines. Donc, on va pouvoir avoir énormément de galaxies dans un petit champ donné. Là, on va avoir... C'est le nombre qui va compter et c'est pas forcément les plus lointaines. Parce que finalement, au début, l'énergie sombre ne domine pas. Donc, on veut juste 5 milliards d'années. On va remonter le temps à 5 milliards d'années, ou 5 ou 6. Et donc, c'est moins sensible, mais on aura beaucoup plus de galaxies. Donc, un grand champ, plus de galaxies, moins sensibles. Donc, ce qu'on aime bien faire aussi dans notre émission, c'est parler un petit peu des livres que font nos invités. Donc, vous avez écrit énormément de livres de vulgarisation, dont certains que j'ai lus. Il y en a un qui est sorti en 2023 qui s'appelle « Noyau actif de galaxies ». De quoi il parle, ce livre ?
Alors, les noyaux actifs, ce sont les trous noirs supermassifs qu'il y a dans chaque galaxie. On D'accord. sait qu'il y a... Alors, parfois, ils ne sont pas actifs. C'est pour ça qu'on a des noyaux actifs et des noyaux non actifs. Ok. On a un trou noir partout. Parfois, le trou noir ne mange rien du tout. On ne le voit pas, finalement, parce qu'il est vraiment noir. Il ne rayonne pas. Aucune lumière ne peut sortir. Un trou noir, c'est un astre tellement compact que la vitesse d'échappement est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, on a un horizon. Il est entouré d'un horizon. L'horizon, c'est une limite virtuelle, mais c'est une limite au-delà duquel on ne peut pas revenir. Donc, si un astronaute se dirige vers le trou noir et qu'il passe l'horizon, Ouais. eh bien, il y a plus, on le verra On plus. le revoit plus. On ne le voit plus. Donc, c'est ça la limite de l'horizon. Et donc, parfois, la plupart du temps même, ces trous noirs supermassifs, jeunes, ils n'ont rien à manger. Ok. Donc, on ne les voit pas. C'est des trous noirs. Celui qui a dans notre galaxie, à nous, près du Sagittaire, Sagittarius A star, eh bien, il jeûne. Enfin, il mange un tout petit peu de gaz quand même. Il y a un petit peu de disque d'accrétion. C'est pour ça qu'on a pu faire l'image de l'ombre du trou noir récemment. On voit du gaz tourner autour. C'est du gaz très, très chaud. Parce qu'il est choqué quand il tombe sur un trou noir. L'énergie Il gravitationnelle lui donne énormément de vitesse. Donc, il a une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière, 100 000 km par seconde. Ouais. Il tourne, il est très ionisé. Et donc, il émet en radioastronomie une énergie synchrotron, etc. Et donc, on le voit. On voit un disque qui tourne. Et puis, on voit l'ombre du trou noir, qui est un cercle lumineux, qui est au moins 2,5 fois l'horizon du trou noir. Pourquoi ? Parce que les photons, il y en a plein de photons, mais ils sont avalés par le trou noir, donc ça fait ombre. Donc on peut imaginer l'ombre du trou noir, c'est ce qu'on a fait. Donc il y a un tout petit peu de matière qui tombe, mais enfin il n'est pas actif. C'est pas un noyau actif. Alors les noyaux actifs, vraiment, il y a beaucoup de gaz qui tombent dessus. Et on a une limite quand même pour combien de gaz peut tomber dessus sans qu'il y ait une réaction. Alors la réaction, c'est quoi ? C'est qu'il y a tellement d'énergie, tellement de lumière, que la pression de radiation sur les particules chargées compense la gravité. Donc à ce moment-là, plus aucune matière ne peut tomber. C'est ce qu'on appelle la limite d'Eddington. Eddington a été le premier à la trouver. Cette limite de luminosité d'Eddington, c'est la luminosité telle que la pression de radiation empêche la matière de tomber à nouveau. Donc c'est la limite à laquelle un quasar au noyau actif va pouvoir avaler de la matière. Après ça, il ne peut plus en avaler. C'est-à-dire qu'à un certain stade, le trou noir émet tellement de radiation que ça repousse la matière plus que ça l'attire. Exactement. D'accord. Donc c'est un peu comme s'il y avait une quantité maximale qu'un trou noir pouvait... Exactement. Il ne peut rayonner qu'à cette luminosité maximum d'Eddington. Cette maximum d'Eddington, c'est justement pour un quasar qui est dans une galaxie ordinaire comme la nôtre, c'est 1000 fois la luminosité d'une galaxie. Donc c'est pour ça qu'au départ, on appelait ces astres quasars, en fait. On avait vu qu'il y avait des sources radio, et puis on voulait avoir le spectre optique pour avoir la vitesse, et donc savoir où ils étaient. C'est des sources radio assez importantes. Et donc, on a vu que ce qui émettait à la place de la radiosource, c'était une étoile, quasi-étoile. On l'appelait quasar, quasi-star. Ok. On a vu un point. Et le spectre, on ne l'a pas reconnu. Au départ, c'était bizarre, même si c'était des objets un peu lointains, mais pas trop en fait, on était assez proches. Mais il y avait un décalage vers le rouge tel qu'on n'y croyait pas. Et c'est Martin Schmidt qui, en 1964, a eu l'idée de dire « Ah, mais finalement, si on décale tout ça à nouveau, on a la luminosité d'une galaxie ou quelque chose comme ça. On a des raies que l'on va reconnaître. » Donc ce quasar, c'est une quasi-star. On n'avait pas vu la galaxie, on n'avait vu qu'une étoile. Et c'était un quasar. D'accord. Un noyau actif. Ok, et donc il y a des gros trous noirs qui ont des disques d'accrétion qui sont plus lumineux. Ça veut aussi dire qu'il y a des trous noirs qui n'ont pas de disque d'accrétion et qui sont entièrement sombres. Entièrement sombre, voilà. La plupart du temps, chaque galaxie va être active à un moment donné. Parce qu'il faut bien que le trou noir croisse. Oui. Et en plus, le trou noir, il a une masse qui est proportionnelle à la masse du bulbe de la galaxie. Donc, il croît avec la galaxie. Donc, il y a un moment donné, toutes les galaxies vont devenir actives, mais c'est peut-être, ça dépend un peu de la luminosité, mais les luminosités les plus fortes, c'est 10% seulement de la vie d'une galaxie. Après, on aura quelques activités un peu moindres, ça peut être 30%, qui sont des noyaux actifs moyens. Et puis la nôtre, elle est vraiment pas active du tout, mais elle avale un tout petit peu quand même. C'est parce qu'on peut voir un petit peu, parce qu'on est proche, on arrive à voir. Il serait plus loin, on n'arriverait pas à le voir. Il serait trop noir.
Ok, donc si les trous noirs ont une masse limite, est-ce que ça veut aussi dire que les galaxies ont une masse limite si du coup le trou noir est central? Oui, alors, est-ce qu'il y a une masse limite? C'est pas forcément. Il y a une luminosité limite. D'accord, C'est-à-dire ok. qu'il y a une masse limite qu'ils peuvent accréter. Mais s'ils accrétaient toujours depuis le début de l'univers, ils seraient encore plus gros qu'aujourd'hui. En fait, comme ils ne mangent que 10% du temps, ils ont une masse qui est, on a vu 6 milliards, on peut avoir 10 milliards de masse solaire. On n'en voit pas beaucoup de plus gros. Alors pourquoi? On pourrait, après tout. Mais il faut attendre peut-être un peu plus de temps. Et puis aujourd'hui, avec l'expansion, il y a moins de gaz à avaler. Donc ils vont stationner. Hmm. Ils vont stationner à quelques 10 milliards de masse solaire, probablement. Mais il n'y a pas de masse limite, en fait. Il y a surtout une luminosité limite à un moment donné. Ils ne peuvent pas avaler plus de gaz à un moment donné. Mais ils peuvent en avaler plus en fonction du temps. Tout à l'heure, on avait aussi dit que dans toutes les galaxies, il y a un trou noir massif au centre. Est-ce que le trou noir s'est d'abord formé et la galaxie est apparue autour, ou est-ce que les deux apparaissent conjointement? En fait, non, c'est la galaxie qui apparaît d'abord. Et puis même, il y a aussi souvent, des gens posent la question, est-ce que les étoiles arrivent avant les galaxies et les galaxies avant les étoiles? En fait, c'est les galaxies qui arrivent avant les étoiles. Pourquoi? Parce que, justement, il y a cette fameuse matière noire. Il y a des halos de matière noire et on sait que, dans l'âge sombre, on sait qu'on a d'abord, hein, on a vu, à partir du Big Bang, on a la matière ionisée qui se recombine. Mais si on avait des galaxies qui pouvaient se former uniquement lorsque la matière est recombinée, elle est neutre, elle peut s'agréger par sa propre gravité, et ben on n'arriverait pas à former des galaxies aujourd'hui. Il n'y a pas assez de temps parce que l'expansion euh, compense la gravité. Et donc, on n'aurait pas assez de temps pour que des étoiles puissent se former, des galaxies puissent se former, parce que l'expansion contredit ça. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la matière noire avant qui se condense en galaxie. Alors, c'est pendant que la matière est ionisée, elle est empêchée par les photons, la lumière de se concentrer, parce que la lumière va à la vitesse de la lumière, donc fait une pression de radiation qui empêche aux particules chargées de se concentrer. Et bien pour l'instant, la matière noire, qui elle n'est absolument insensible à la lumière, puisqu'elle n'interagit pas, mais la matière noire se condense. Et donc, ça forme des structures qui sont des galaxies noires. Et on a cette avance-là, et c'est grâce à cette matière noire qu'on peut former les galaxies aujourd'hui. Donc on a ces puits de potentiel de matière noire, et lorsque la matière va se recombiner, former des atomes, alors les atomes vont tomber dans ces puits de potentiel. Et donc ces atomes vont tomber dans les galaxies et vont former des étoiles. Donc les étoiles se forment après les galaxies. Et à ce moment-là, le gaz va tomber et peu à peu, peut-être, alors on ne sait pas trop exactement si ce sont les amas globulaires qui vont former des gros trous noirs qui, par friction dynamique, vont se tomber au centre des galaxies, mais les trous noirs se forment après les galaxies. Et surtout, les galaxies, au début, ça forme un disque, parce que c'est beaucoup de gaz qui se forment un disque, comme les disques, par exemple, de Saturne, par des collisions de gaz. Et puis, les bulbes se forment après. Il y a un bulbe au centre des galaxies. Et on a vu que la masse du trou noir était proportionnelle à la masse du bulbe. S'il n'y a pas de bulbe, il n'y a pas de trou noir. Par exemple, Messier 33, la galaxie du triangle, il n'y a pas de bulbe, elle n'a pas de trou noir, même aujourd'hui. D'accord. Donc il y a des galaxies qui n'ont pas de trou noir parce qu'elles n'ont pas de bulbe. Par contre, les galaxies elliptiques qui sont que du bulbe, elles ont un trou noir de milliards de masses solaires. Ce sont elles qui ont le plus gros trou noir. Donc on voit qu'il faut d'abord qu'il y ait une galaxie, un bulbe, et à ce moment-là, il y aura un trou noir. Oui. Ok, donc c'est d'abord une galaxie de matière noire Voilà. qui entraîne la matière. Alors on ne sait pas, elle tourne pas forcément la matière noire, hein, parce qu'elle n'est pas dissipative, elle ne peut pas rayonner, donc elle ne dissipe pas l'énergie. Le gaz, oui, le gaz tourne, il va dissiper son énergie, il va rayonner, et il va former un disque. La matière noire, pas du tout. Elle n'a pas du tout le même, elle ne peut pas dissiper son énergie. Donc elle va former des sphères. Elle ne formera pas de disque. Ah, et c'est Ce la sera des sphères, ça ne va matière. pas tourner. Et ça ne va pas se concentrer aussi, parce que pour se concentrer, il faut rayonner son énergie pour pouvoir se concentrer. Donc les galaxies noires, elles vont être virialisées, c'est-à-dire l'agitation thermique des particules. On ne sait pas quelles sont ces particules, mais certaines particules peut-être. Elles vont avoir une agitation brownienne qui va compenser la gravité. Donc on aura un équilibre, l'énergie potentielle de gravité avec l'énergie cinétique de
mouvement de ces particules, elles vont rester à cet équilibre-là des sphères de matière noire. Et c'est dans ces sphères de matière noire que vont tomber le gaz qui va former des disques par dissipation. Ok, d'accord, ouais, donc la matière noire a vraiment un rôle extrêmement important Exactement. dans la formation de l'univers et Exactement. des C'est galaxies. grâce à la matière noire qu'on forme les galaxies. Et on sait toujours pas ce que c'est. C'est toujours pas ce que c'est. Mais normalement, dans 5 ans, on aura déjà Ah un peu non, plus. dans 5 ans, on saura mieux. Je parlais d'Euclide tout à l'heure pour Oui. les 5 ans. On saura mieux sur l'énergie sombre. Par contre, sur la matière noire, pas beaucoup. Est-ce qu'on peut juste revenir sur la différence entre énergie sombre et matière noire? Mm. Je pense que beaucoup pourraient faire la confusion entre Oui. les deux. La matière noire, c'est vraiment de la matière. Hein. Il y a vraiment une masse. Alors, c'est des particules peut-être. Alors, on avait un candidat de supersymétrie en disant, bon, dans le modèle standard de particules élémentaires, il n'y a pas de candidat. Donc, on n'a pas de matière noire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exotique. Et on avait supposé qu'il y avait une supersymétrie, c'est-à-dire que on avait toute une hiérarchie de particules élémentaires dans le modèle standard. Et on pensait qu'il y avait un miroir, là, tout un parallèle entre des particules qui devenaient supersymétriques. Un boson devient un fermion devient un boson, etc. Donc, quelles particules, il y avait une analogie et toute une hiérarchie de particules un petit peu analogue D'accord. à l'univers qui serait supersymétrique. Et finalement, on appelait ça un WIMP, un Weakly Interactive Massive Particle. C'était le candidat principal depuis 30 ans. Ok. Un neutralino, par exemple. Il faut qu'elle soit neutre, cette particule. Puisque si elle était chargée, elle interagirait avec la lumière, et donc elle est neutre. Donc c'était un neutralino, qui était sa propre antiparticule, d'ailleurs. Et puis tout ça est tombé patatras parce qu'on n'a pas détecté du tout dans les accélérateurs du CERN, lorsqu'on fait collisionner des protons entre eux, là, eh bien, on a beaucoup d'énergie. On aurait dû former ces particules supersymétriques, cette particule matière noire. On n'a rien vu. On a dépassé l'énergie à laquelle elle devait se trouver. Et on n'a rien vu du tout. Donc, et puis, on a aussi cherché par détection directe dans les tunnels du Mont Blanc, le tunnel du Grand Sasso. On a des détecteurs qui sont de plus en plus gros. On a maintenant du xénon liquide, des tonnes, 6 ou 8 tonnes de xénon liquide, qui auraient dû peut-être reculer. Les détecteurs auraient pu reculer en fonction de collision avec une particule matière noire qui se trouvait là. On n'a rien vu du tout non plus. Donc, cette supersymétrie ne semble pas exister. Donc, notre candidat principal est tombé. Donc, maintenant, on a des candidats un peu plus bizarres qui sont en inaction, qui seraient des particules extrêmement peu massives, de 20 ordres de grandeur plus petits que l'électron, par exemple, et qui sont des actions qui ont une longueur d'onde de De Broglie qui aurait des années-lumière, enfin des particules quantiques, en fait. Bon, on n'en sait rien, en fait. Ça pourrait être très, très massif, très peu massif. On n'en sait rien du tout. Ou alors, peut-être qu'elle n'existe pas, cette matière noire, et qu'on peut dire, bon, finalement, elle n'apparaît que par la gravité, cette matière. Et donc, on a une certaine dégénérescence. Soit on dit que la gravité est celle d'Einstein ou de Newton, et qu'on est obligé d'ajouter plein de masse, ou alors, il n'y a pas de matière noire du tout, mais on change la gravité. C'est ce qu'avait déjà, depuis très longtemps, supposé Zwicky, mais Milgrom aussi. Et il est possible que ce soit une modification de la gravité qu'il faille considérer et non pas l'existence de particules matière noire. Et là, peu à peu, alors peu de gens travaillent sur cette hypothèse parce que c'est un peu non conventionnel, mais peu à peu, ça semble, disons, résoudre quelques obstacles qui étaient sur le chemin. Alors pour les galaxies, ça marche très bien. Pour les amas, ça ne marche pas très très bien non plus. Pour le début de l'univers, on est en train d'essayer de trouver une solution. Et en effet, si la gravité a un boost au début de l'univers, on n'aurait pas besoin de matière noire pour former les galaxies. À ce moment-là, ça résoudrait le problème aussi. Donc tout ça est en chantier, mais on n'en sait rien du tout, quoi. Là, on arrive gentiment sur la fin de notre entretien. Pour tous ceux qui regardent ce podcast et qui voudraient en apprendre davantage sur l'astrophysique, la cosmologie, est-ce que vous conseilleriez des livres en particulier? Il y a plein de livres. Plein de livres. Alors, qu'est-ce que je pourrais supposer? Par exemple, il y a ma collègue Hélène Courtois qui a fait une cartographie des galaxies au voisinage de la nôtre, et puis essayer de cartographier notre bassin d'attraction. On est dans un certain superamas local qu'elle appelle l'Aniakea. Juste, est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'un superamas? Alors, il y a des galaxies se regroupent en petits groupes
de galaxies. On a le groupe local, qui est notre galaxie, Andromède, etc. Et puis ensuite, il y a des amas de galaxies qui sont plus rares. C'est des amas avec 1000 galaxies, comme l'amas de la Vierge, l'amas de Coma, qu'on voit dans le ciel. Et puis ensuite, il y a des superamas. Ce serait un superamas qui contiendrait plusieurs amas. D'accord. Okay. Alors, ces superamas ne sont pas forcément liés. Enfin, ils apparaissent à la limite d'être déliés gravitationnellement par justement l'énergie sombre. Donc, on serait dans un bassin d'attraction, en quelque sorte. On peut s'imaginer des montagnes. Et puis, l'eau coule dans le bassin le plus proche. Et puis, il y a une crête. Et puis, l'eau coule dans un autre bassin de l'autre côté. Donc, nous, un certain bassin avec l'amas de la Vierge qui est dans notre bassin et l'amas de Coma un petit peu en dehors. Et donc, on a un certain superamas local. Et donc, on peut regarder ce livre-là pour savoir ce qui se passe à notre voisinage. Autour. Puis ensuite, pour les galaxies plus lointaines, pour la matière noire, il y a un livre qui est sorti de Yann Mambrini, par exemple, sur la matière noire, l'énergie noire. Mais il y a énormément de livres, je ne vais pas tous les citer. Je pense qu'on pourrait y passer un bon bout de temps. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour de prochains épisodes.